Bonsoir et bienvenue dans le Journal des Alpes. Avec, aux assises de l'Isère, le deuxième jour du procès en appel de l'affaire véronaise. Cet homme assassiné dans des conditions mystérieuses à Chambéry en 2012. Les deux accusés se rejettent mutuellement la responsabilité du crime. La venue de Jean-Luc Mélenchon en Savoie, le candidat à la présidentielle de 2017 est en campagne à la montagne pour mobiliser les électeurs autour de son mouvement, la France insoumise. Et puis manger mieux pour pédaler plus, les coureurs de l'équipe professionnelle savoyarde AG2R La Mondiale ont troqué le maillot pour la toque le temps d'une soirée. Ils ont dégusté les conseils de Christophe Alibert, le top chef étoilé des terrasses d'Uriage en Isère, pour des repas équilibrés et plus sains. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale avec deux grands titres. Nouveau coup dur pour la lunette Made in France. L'entreprise Logo placée en liquidation judiciaire. 180 emplois supprimés à Morée dans le Jura. Une vallée qui a vu son industrie décliner depuis les années 70. Et puis Emmanuel Macron en marche vers une candidature. L'ancien protégé de François Hollande s'exprimera demain devant la presse. Il pourrait annoncer sa candidature pour 2017. Une annonce qui devrait peser sur la primaire à droite et perturber à gauche. Dans les Alpes, deuxième jour du procès en appel de l'affaire Lionel Véronèse, du nom de cet homme assassiné en 2012 à Chambéry. Les deux accusés, un homme et une femme, clament leur innocence et se rejettent la responsabilité de cette mort. Le procès prévu sur 5 jours jusqu'à vendredi pourrait se prolonger jusqu'à samedi aux assises de l'Isère. Xavier Schmitt, Dominique Semet. Une collection d'armes de poing. Ces pièces à conviction n'éclairent pas beaucoup les zones d'ombre de l'affaire. L'arme du crime n'a pas été retrouvée et les expertises n'apportent aucune certitude, ni sur l'auteur, ni sur le déroulement de l'assassinat de Lionel Véronèse. Cet agent de sécurité de 39 ans a été tué d'une balle dans la tête à Chambéry en 2012. Son amante est l'une des deux accusées. Madame Michelier clame toujours son innocence. Après, dans le flou complet, les experts ce matin nous ont indiqué qu'on n'avait aucune certitude sur qui avait pu tirer dans cette voiture. Et aujourd'hui, il n'y a que peut-être les débats qui pourront nous éclairer là-dessus. L'autre accusé était un ami du mari trompé. Michael Boeuf a participé au transport du corps de la victime jusqu'à Marseille et à son brûlage sur un terrain vague. Mais cet électricien de 36 ans se défausse sur l'épouse adultère. Michael Boeuf n'a absolument aucune raison de tuer le malheureux Lionel Véronèse. Aucune raison. Il n'a aucun mobile de le faire. Et il ne l'a d'ailleurs pas fait. La maîtresse a été condamnée à 20 ans de réclusion lors du premier procès, l'artisan à 8 ans. Les proches de la victime revivent un calvaire. Ils veulent connaître la vérité, à tout prix. C'est la seule chose qui importe. Comprendre ce qu'il s'est passé. Et que les deux accusés qui sont dans le box disent enfin la vérité. Parce que ces mensonges répétés depuis la première instance accentuent leur souffrance. C'est terrible pour eux. Rien n'est certain, tout est possible. La phrase est souvent revenue aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Isère. Alors pour dissiper un tel brouillard, certaines parties du procès espèrent un coup de théâtre. En avançant cette hypothèse, d'autres protagonistes seraient impliqués dans l'assassinat de Lionel Véronèse. Si c'est le cas, il reste 3 jours, peut-être 4, pour faire la lumière sur cette ténébreuse affaire. Jean-Luc Mélenchon est donc en Savoie. Le candidat à la présidentielle 2017 multiplie les déplacements en France pour aller à la rencontre des électeurs et les inciter à rejoindre la France insoumise, le mouvement qu'il a fondé. Avant de tenir une réunion publique à Chambéry, il s'est rendu à Albertville où il a visité une centrale hydroélectrique. Bernard Portugal et Vincent Abran étaient du voyage. Des représentants syndicaux pour accueillir Jean-Luc Mélenchon. Le candidat à la prochaine présidentielle était venu visiter cette centrale hydroélectrique près d'Albertville. Une immersion d'un peu plus d'1 heure, l'occasion de parler d'indépendance énergétique, mais aussi de réaffirmer son opposition au projet de privatisation des barrages hydroélectriques porté par la Commission européenne. Rien ni personne ne changera les rendements des barrages, les performances techniques des gens qui s'y trouvent, et ça n'a donc pas d'autre justification, si jamais la privatisation en a une, mais enfin ça n'a pas d'autre justification que de permettre à des opérateurs privés de profiter de biens publics. Point. Jean-Luc Mélenchon a poursuivi sa visite en Savoie à Chambéry. Il a tenu un point presse, puis il s'est entretenu avec des salariés de l'entreprise iséroise Ecopla, qui tentent depuis plusieurs mois de reprendre leur entreprise mise en redressement judiciaire. Nous avons là une boîte qui fait de l'emballage, aluminium, c'est la dernière de ce pays.
Les salariés, au moment où l'entreprise est liquidée, disent nous, on veut bien continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire faire marcher l'entreprise, parce qu'il faudrait se rappeler que c'est eux qui la font marcher, et pas le capital qui se trouvait dedans, puisqu'il y a des gens qui étaient prêts à prendre l'entreprise, puisque les clients étaient d'accord pour continuer à travailler avec. Encore une fois, on n'a aucune raison de liquider cette entreprise. Pourtant, on la liquide. Jean-Luc Mélenchon, qui vient pour la première fois en meeting à Chambéry, sera dans quelques minutes au centre de congrès du Manège. Il tiendra une réunion publique de campagne. Plus de 800 personnes devraient y assister. En Isère, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a quitté Grenoble cet après-midi. Il y est, vous le savez, resté plus d'une semaine pour y subir des examens de santé. Vous trouverez davantage de précisions sur cette information sur notre site France 3 Alpes. Moment d'émotion aujourd'hui pour les anciens salariés de la papeterie Moulin-Vieux de Pontcharrat qui ont assisté à l'effondrement de la cheminée ce midi. L'usine historique de la commune a fermé ses portes il y a 6 ans déjà. Une fois déblayé, le site deviendra une zone d'activité économique. Jean-Christophe Pain, Dominique Bourget. Depuis 1869, elle était là, la papeterie de Pontcharrat. En 2010, liquidation définitive, 90 salariés à recaser. Parmi eux, Dominique, 22 ans, à Moulin-Vieux. Beaucoup de copains, on s'est séparés et on avait une grande amitié. Et tous les copains, ils n'ont jamais retrouvé l'amitié et le relationnel qu'on avait à Moulin-Vieux. Et même je rêvais la nuit qu'on redémarrait et qu'on ne m'appelait pas. Et tout ça, c'est quand je voyais quelqu'un que le lendemain travaillait à Moulin-Vieux. Entre autres mon dernier directeur. Et quand je suis arrivé chez lui, je lui ai dit « Pourquoi tu ne m'as pas pris, Jacques ?» Impossible pour Dominique d'oublier Moulin-Vieux. Moulin jeune peut-être puisque l'usine va laisser place à une zone d'activité pour les petites entreprises. La requalification va coûter 6 millions d'euros, près de 3 millions à la charge de la communauté du Grésivaudan. Beaucoup plus cher que prévu. C'est très long, c'est très compliqué et c'est très coûteux. Mais c'est le prix à payer pour effectivement reconstruire de l'économie sur l'économie. Aux premières loges, ce midi, Dominique bien sûr et Serge, son ancien collègue, 42 ans, à Moulin-Vieux. Le plus dur, c'était quand on voyait tous ces arbustes qui poussaient dedans, cet abandon, les vitres cassées, tout ça. Je crois que c'est encore ça le plus dur. Quand on disait il n'y a pas un mètre carré où on n'a pas mis nos mains là-dedans. Voilà. C'était mieux. Serge et Dominique attendent impatiemment l'installation des nouvelles entreprises. D'ici 2019, la renaissance de Moulin-Vieux. Et on reste dans le Grésivaudan, à Crolles précisément, avec un colloque organisé par Solidaction sur le thème « Je travaille, donc je suis ». Une réflexion générale sur le monde du travail et son impact sur les personnes en difficulté. L'objectif est de recenser les différentes expériences menées et de faire le point sur les pistes à proposer au gouvernement. Isabelle Colbrand, Cédric Le Poitvin. Une journée pour échanger, pour inviter à réfléchir. Comment rendre accessible le monde du travail, ses codes et ses règles à des personnes qui parfois sont en rupture depuis des années? Pas facile. C'est le constat fait par cette structure, Emmaüs Défi, qui œuvre depuis très longtemps dans ce domaine. Quand on est arrivé dans cette situation où on vit dehors, en fait, tout est démonté. Il faut reconstruire brique après brique tout un édifice qui est extrêmement complexe, avec, encore une fois, la question du logement, la question du travail, la question de la couverture sociale. Tout ça, quand on en est sorti, pour pouvoir revenir dedans, c'est un grand effort. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse adapter les choses à la situation de la personne pour lui permettre d'avancer pas à pas, étape après étape. Le temps n'est pas le même pour tous. Solidaction propose d'immerger des équipes de demandeurs d'emploi au sein des entreprises volontaires et partenaires, tout en les accompagnant à leur rythme. Est-ce que vous pourriez nous dire On aurait plusieurs choses qu'on souhaiterait voir évoluer, mais la principale, c'est donner du temps au temps. Il y a des personnes qui ont besoin de temps pour se reconstruire. Aujourd'hui, l'insertion par l'activité économique est limitée à 24 mois, donc on a besoin de plus de temps. Et puis l'autre chose, on porte le projet de ce qu'on appelle l'atelier chantier d'insertion hors les murs, c'est de pouvoir permettre plus facilement d'aller dans l'entreprise.
Redonner une place aux plus exclus, le message est important, il est nécessaire, mais tous sont convaincus que rien n'est gagné. L'édition 2016 du festival Migres en Scène est lancée jusqu'au 3 décembre. Un festival distillé dans plus de 50 villes en France métropolitaine et en Outre-mer. Et pour en parler, nous recevons ce soir Stéphane Dezallet, bénévole à la CIMAD. Bonsoir monsieur, merci de me rejoindre. Soyez le bienvenu dans le Journal des Alpes. Alors je précise, la CIMAD, c'est cette association militante qui défend les migrants, les réfugiés ou encore les demandeurs d'asile et qui organise ce festival. Festival qui démarre ce soir à Grenoble, 3 semaines d'événements, d'échanges et de rencontres et de fêtes aussi. Et le thème cette année, c'est « D'ici ou d'ailleurs, ensemble ». C'est un appel, voire même un cri, ce thème. Oui, devant tout ce qu'on peut voir sur la résistance, sur le fait qu'on ne peut pas accueillir les migrants en France, il est important de dire qu'en fait, on peut effectivement vivre des choses ensemble, construire des choses ensemble, développer ce pays ensemble. Voilà l'explication du titre. Alors, vous êtes, on ne peut plus dans la réalité en ce moment, avec l'arrivée dans tout le pays des migrants de la jungle de Calais, dans toute la France. Il va en être question dans ces rencontres et sous quelle forme ? Alors, le festival qui dure 2 semaines, c'est l'occasion de rencontrer des migrants. Bien sûr, nous faisons un certain nombre de manifestations, on joue des pièces, on fait des projections, mais les migrants sont avec nous, on les invite, les demandeurs d'asile sont là, ils jouent eux-mêmes des pièces, et donc on peut voir un petit peu des éléments culturels. Oui, bien sûr, et c'est la rencontre qui fait qu'on apprend à se connaître et qu'on élimine petit à petit la peur. Vous organisez une visite aussi dans un de ces centres, j'ai entendu dire ? Absolument, on organise une journée porte ouverte le 24 novembre, dans un CADA. Un CADA, c'est un centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est là où ils vivent en fait pendant que leur demande est instruite. Et là, si vous venez au CADA, on vous invite fortement à le faire. Vous pourrez les rencontrer, ils vont faire à manger, ils vont vous expliquer, il y a une exposition. Et voir leur lieu de vie. Et ça, c'est très spécifique, c'est rare. Il y a également 6 films dans ce festival qui seront diffusés à Grenoble. Je propose de regarder un extrait d'un film qui s'appelle Non-assistance. Il est signé Frédéric Chauffard. Un extrait, on se retrouve juste après. There is no one in the world who thinks like, I have this really good life. I go on a ship and I try to die myself in the Mediterranean Sea because in Europe it's better. C'est un scandale que des chercheurs et des membres de la société civile doivent faire ce travail à la place des États. Maybe 10 years or 20 years later, my children will ask me, why did you let so much people die on the Mediterranean Sea? It's in a straight line in front of us. One boat. Voilà pour cet extrait très symbolique. On remarque que dans ce festival, ce sont souvent des documentaires, très peu de fiction. Pourquoi ? La fiction a du mal à s'emparer de ce problème délicat des migrants ? Alors, on commence à voir de beaux films de fiction, mais en fait, ils sont distribués. On les voit davantage dans les salles de cinéma. Ce n'est pas le cas des documentaires, on les voit beaucoup moins. Ça, c'est une première chose. Donc, le festival est l'occasion de les montrer. La deuxième, c'est que ça permet, sur la durée d'un film quand même, de rentrer dans cette réalité dure, de voir aussi l'émotion des bénévoles qui s'en occupent, des humanitaires. Et là, vraiment, vous découvrez, ça vous remue profondément et c'est une bonne chose au départ d'être remué avant de se poser des questions. Merci à vous de nous avoir rendu visite. Migres en Scène, c'est jusqu'au 3 décembre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Les collectivités de la région viennent au secours des vignerons du Beaujolais. Un plan d'aide a été destiné aux vignobles tout entier. Il a été annoncé hier par Laurent Wauquiez, le président de la région, qui visitait un domaine viticole à Thésée et qui prévoit donc une enveloppe de 5 millions d'euros. C'est notre reportage ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et apparemment, il a du mal à décoller. Alors, on va passer à la suite. On reviendra au Beaujolais un peu plus tard. On va parler fromage tout de suite avec le deuxième volet de notre série sur les fromages de Savoie. L'une des spécificités majeures des fromages de Savoie, c'est la fabrication à base de lait cru. Le lait de ces vaches que vous voyez autour de moi. C'est-à-dire que ce lait ne subit aucun traitement
avant sa transformation. L'utilisation du lait cru fait aujourd'hui figure d'exception dans la production fromagère. Il demande un suivi sanitaire rigoureux. Créée en 1889, la fromagerie du Val d'Aillon est l'une des plus petites fruitières de Savoie. Depuis 25 ans, Jacques Andrevon fabrique ici la Tome des Bauges, un fromage au lait cru uniquement produit avec le lait des fermes du massif. Les producteurs font un travail très soigneux pour amener le lait cru avec des grilles de qualité qui sont à un niveau très élevé. Donc il y a des prélèvements 3 fois par mois, les analyses sont très suivies. Et après, nous derrière, en fabrication, on a les mêmes consignes d'hygiène et de qualité que pour n'importe quel fromage. Le lait cru est primordial dans notre fabrication, c'est ce qui garantit la poursuite du travail des agriculteurs, donc au niveau de l'élevage et de l'alimentation des vaches, et qui nous permet d'avoir des fromages de caractère et typés. Fromage d'appellation d'origine protégée, la Tome des Bauges s'écrit avec un seul M, une orthographe qui vient du patois savoyard. Mais ce n'est pas là sa seule particularité. On a des méthodes de fabrication qui sont restées traditionnelles, c'est-à-dire qu'on va doucement. On n'a pas d'impératif de faire 3 cuves l'une derrière l'autre dans la journée. On ne fait qu'une cuve par jour ou 2 cuves par jour en général. Donc on met très peu de ferments lactiques apportés. Donc on en met très peu, donc on a des vitesses de développement de ces ferments qui sont très lentes, donc des vitesses d'acidification très lentes, et qui nous obligent à garder les fromages dans les moules toute la journée. Dans la cave, la Tome va ensuite prendre la moisissure. Elle sera soignée, affinée, au moins 6 semaines avant d'être vendue à la fromagerie et révéler alors son vrai caractère. Le terme fruité revient souvent dans le goût de la Tome des Bauges, et c'est vrai que quand on a plusieurs tomes, on arrive à la différencier à ce niveau-là, ouais, avec des parfums bien marqués. Dans la famille du Boulot, on est crémier, fromager, affineur de père en fils. Meilleur ouvrier de France, Jacques propose en fonction des saisons jusqu'à 120 produits différents de plusieurs coins du monde. Pour les Savoies, travailler des fromages au lait cru est pour lui une évidence. Tout fromage doit être au lait cru pour avoir les vraies saveurs, garder les origines de la fabrication du fromage. Nous, notre travail, pour trouver des bons fromages de Savoie, c'est de chercher des producteurs, de chercher des fabricants en fromagerie et des affineurs aussi, qui sont sur la même thématique que nous, c'est-à-dire offrir à leurs clients et à nos clients ce qu'il y a de meilleur dans nos fromages donc de Savoie. Essentiellement sur les marchés d'Annecy, mais aussi dans sa fromagerie à Poisy, Jacques Duboulot propose des fromages qu'il a lui-même affinés dans sa cave. La cave d'un fromager, ce n'est pas une cave où simplement on pose les fromages, on les entrepose et puis on vient les chercher quand on en a besoin ou on les monte quand on en a envie, entre guillemets. Nous, c'est vraiment dans ces caves-là, ce sont des lieux où nous, on vit systématiquement toutes les semaines, minimum 1 fois par semaine. Les fromages sont sortis donc de leur rayonnage, ils sont frottés à sec, retournés, lavés avec une saumure et remis en rayon. On a plaisir à venir voir, les toucher pour voir si les croûtes sont bien encore ce que j'appelle vivantes, c'est-à-dire si elles sont bien humides, bien travaillées. Et on a le même plaisir quand on les propose à nos clients, qu'on les prend en vitrine, que l'on ressent ces fromages-là et on sait qu'on a fait nos soins, entre guillemets, sur le fromage toutes les semaines comme on doit le faire. Un savoir-faire que Jacques a déjà transmis à son fils. Et ça, c'est très important, car si les fromages de Savoie tiennent toujours le haut du panier, c'est bien parce que les hommes et les femmes qui participent à leur fabrication ont su transmettre la passion de leur métier, mais aussi leur outil de travail. Et du fromage au vin, voici maintenant le reportage sur les collectivités de la région qui volent au secours des vignerons du Beaujolais. Laurent Wauquiez bat la campagne beaujolaise. Et il n'est pas venu les mains vides. La région va débloquer 3 millions d'euros, auxquels s'ajouteront 2 millions du département du Rhône et des collectivités locales. Pour le président du conseil régional, il y a urgence à aider les viticulteurs. Aujourd'hui, la qualité de ce qui est produit dans le Beaujolais est très belle, mais il faut qu'on redresse l'image de marque. Il faut qu'on aide nos viticulteurs à investir. Il faut qu'on aille les aider à aller chercher les réseaux de commercialisation à l'international. Et donc, ils méritent une attention de la région. Je suis convaincu que c'est un vignoble qui peut connaître une très belle renaissance. Frédéric Bonnepart, lui, a déjà investi 300 000 € pour moderniser son exploitation de 12 hectares. Il produit 7 000 hectolitres de Beaujolais chaque année et il compte bien sur ce plan régional pour développer enfin ses ventes à l'exportation. On sait que l'export, avant de vendre une bouteille, c'est quand même
des gros investissements, on n'a pas des retours immédiatement, donc s'ils peuvent nous accompagner aussi bien techniquement que financièrement, ça nous aidera, je pense. Un peu plus tard dans la soirée, Laurent Wauquiez, accompagné des élus locaux et des députés du Beaujolais, a présenté ce plan d'action professionnel. Une commission composée de viticulteurs et d'élus examinera les demandes de subventions. Le président de la région espère récupérer 3 millions d'euros supplémentaires de l'État et de l'Europe. Dans la salle, les professionnels applaudissent. Jusqu'à maintenant, tous les plans qu'on nous a montrés, c'était plutôt des plans pour accompagner l'arrêt, l'arrachage ou des choses comme ça. Nous, ça ne nous intéresse plus. Nous, ce qu'il nous faut, c'est relancer. C'est relancer la production, relancer le commerce. Ces entreprises passent par des problèmes de trésorerie. Donc oui, il y avait urgence parce que ça va les aider à se rebooster et à continuer. Ce plan d'aide aux vignobles du Beaujolais devrait être adopté jeudi prochain lors de l'assemblée plénière du Conseil régional. Et on reste dans les métiers de la bouche, la bonne bouche, avec une soirée particulière qu'ont vécu les coureurs cyclistes de l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale. Ils ont eu droit à une leçon de cuisine par Christophe Haribert, le chef étoilé des Terrasses du Riage. Rien que ça. Quand vous assaisonnez quelque chose, déjà vous utilisez uniquement du gros sel gris. Vous bannissez tout ce qui est blanc. Conseil simple pour une cuisine saine. Rien de tel pour cela que la parole en or d'un grand chef, Christophe Haribert, des Terrasses du Riage. Ce soir, les coureurs d'AG2R La Mondiale font leur apprentissage, celui du goût et de la qualité nutritionnelle. Le plat imposé pour ce concours, façon Top Chef, un filet de truite rôtie accompagné d'une émulsion de courge et d'une galette de pommes de terre. Devant la passion qui s'exprime dans les gestes des cuisiniers, Romain Bardet est admiratif. C'est des experts dans leur domaine et vraiment des maîtres, des artistes, quoi. Et on apprend beaucoup, il y a beaucoup de passion, beaucoup de travail quand même pour en arriver là. Et donc ils nous disent des petits conseils et c'est vrai que pour nous qui sommes amateurs de ça, c'est à la base aussi bien manger en vélo et de manger des bonnes choses et bien cuisiner. Et donc c'est un plaisir d'échanger là-dessus. C'est un produit qui est hyper bon parce qu'il a plein de vertus hyper intéressantes. Il draine, il est plein de vitamines. Et voilà comment, avec le Chouquel, le grand chef aborde la santé par l'alimentation. À ces sportifs obsédés par la performance, ce passionné de nature murmure qu'une des clés se trouve dans les plans. Ça, c'est bien. Et pense bien à cette fluidité. C'est né d'une rencontre avec Romain au restaurant. Et en parlant, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes envies et les mêmes attentions aussi, parce qu'ils ont une vraie problématique pour manger en fait. Et du coup, c'était intéressant d'échanger avec eux. Et l'idée est venue de ça, de vraiment partager un moment avec eux, pour leur montrer un petit peu comment je perçois les choses. Bon, on est bon les gars, on est bon. Mais la compétition n'est jamais loin et entre brigades, on se tire la bourre. La cuisine est pourtant une affaire subtile. Attention à ne pas trop cuire la truite. Il faut savoir qu'il continue toujours à cuire, il ne s'arrête jamais. Amenez la truite. Les premières assiettes sont dressées, le jury est prêt à déguster. Le manager général Vincent Lavenu est conquis. Je trouve que c'est du très bon niveau. On a des garçons qui peuvent envisager une reconversion, pas tout de suite parce que ça va être d'abord de grands sportifs, mais non, c'est très très bien. Un temps de plaisir collectif et une belle entrée en matière pour les recrues. Une dizaine de coureurs viennent renforcer l'effectif. La saison 2017 est celle de tous les objectifs après la deuxième place sur le podium du Tour de France. Quand viendront les moments durs, les coureurs penseront certainement à cette soirée. Et c'est le moment ou jamais de vous souhaiter bon appétit si vous passez à table. Merci de votre attention, bonne soirée à tous et à demain, 19h.